C'est du direct. Nous y sommes et vous y êtes. Bonsoir ou bonjour à tous. Selon d'où vous nous suivez sur la planète, bienvenue dans le monde en 7 de ce samedi 15 janvier 2022. On va faire le tour des principaux sujets qui nous ont paru très importants dans l'actualité de cette semaine. Et on parlera bien évidemment du Mali. La contre-attaque est lancée. La junte a offert une véritable démonstration de force hier dans les rues des principales villes du pays. Nous serons du côté du Burkina Faso, des odeurs de coup d'État, plusieurs arrestations. On parlera aussi du Togo en seconde partie. Le président de l'Union des syndicats de la magistrature du Togo sanctionné par le Conseil suprême de la magistrature. Et puis l'âge vaccinal au Togo qui descend également à 12 ans. Et autour du plateau, j'ai trois invités. Ce samedi, Firmin Teko Agbo nous a rejoint dans le monde en 7. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel. Oui, merci de nous avoir invités. Et bonne année, c'est janvier, c'est le mois des vœux. Oui, bien évidemment, bonne année aussi. Mes vœux les meilleurs pour vous et pour cette maison presse. Merci beaucoup. Et face à vous, il y a Yao Eklo Nukunu, président de Ton de la jeunesse patriotique TJP. Bonsoir Yao Nukunu. Bonsoir à vous, M. Samuel. Bonsoir à tous les co-panélistes et à tous qui nous suivent de loin, un peu partout dans le monde. Et tous nos voeux, les meilleurs pour 2022 également. La santé, la grâce de Dieu de nous accompagner toujours dans nos quotidiens. Merci beaucoup. Et puis notre troisième invité, c'est Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau, l'hebdomadaire togolais. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et mes voeux, comme il est de coutume, de santé, de prospérité à tous les Togolais et à tous ceux qui nous suivent dans la diaspora. Merci beaucoup. Place à l'actualité, le débat. Maintenant, on va commencer donc, comme je le disais, avec le Mali. La junte militaire a donné une réponse. C'est ce qu'on peut appeler donc réponse du berger à la bergère à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a sorti des sanctions très lourdes contre le pays dans les rues, les principales villes du pays. Hier, c'était noir de monde. Les Maliens sont sortis pour dire leur désapprobation totale de ces sanctions qui asphyxient davantage le pays. Ibrahim Acha, quand on voit les images, quand on a vu les images des rues, que ce soit à Bamako ou dans les principales villes du pays hier, on va dire simplement que c'est une grande réussite pour la junte. Oui, il faut dire que c'est une grande réussite. C'était une marée humaine dans les rues maliennes. Et pour peut-être certains qui sont, disons, qui défendent l'idée panafricaniste et l'idée de patriotisme, on dira que le peuple malien est debout derrière ses dirigeants. Donc, à première vue, c'est ce que l'on peut dire. Mais au-delà de tout, il faut aussi se demander si ceux qui sont sortis dans les rues hier là étaient sortis pour soutenir Assimi Goïta ou bien c'est juste par fierté nationale que ces gens-là étaient sortis. Parce qu'on doit faire une nuance entre ces deux choses. Là était toute la question. Firmin Teko Agbo, les rues d'hier, les Maliens sont sortis. On a lu des pancartes hostiles un peu à la CEDEAO, à la France, des pancartes qui saluaient également l'action russe dans le pays. On a, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le colonel Assimi Goïta qui a suivi la manifestation sur la télévision nationale depuis son salon, qui s'est exprimé, qui a salué cette gigantesque manifestation. Ça fait un peu sourire, mais ça nous replonge dans les années 60, même si on n'était pas encore nés ou nos parents n'étaient pas encore nés, les années 60. On se croirait dans les années 60 où il y avait un certain populisme qui avait peut-être abouti à l'accession des pays ou des États à la souveraineté internationale. On dit, c'est comme quelqu'un avait écrit l'Afrique est mal partie parce que 60 ans après, l'Afrique ne se retrouve toujours pas. Et 60 ans après, c'est comme on se retrouve encore dans les années 60. Où il y a encore cette volonté de se débarrasser des puissances occidentales, où il y a cette volonté de se débarrasser du joug colonial. C'est comme c'est la même chose, sauf que ce sont les années qui marquent la différence. Comme en 1960, par exemple, ou dans les années 50-60, on voyait les grands littéraires émerger, les David Diop, les Gontran Damas, les Léopold Sédar Senghor, qui écrivaient des trucs très durs à l'endroit du colon. Et aujourd'hui, plus de 60 ans après,
congrès, on voit les jeunes activistes qui disent non à la France, aux puissances occidentales. On voit des jeunes chefs d'État, des jeunes militaires qui disent non à la France et aux puissances occidentales. Mais la question est de savoir si ce n'est pas la même stratégie utilisée dans les années 60 qui est encore appliquée aujourd'hui. La stratégie appliquée en 1960 n'a apporté grand-chose. Et aujourd'hui, la même stratégie, c'est-à-dire celle relative au populisme et à l'indépendance tout de suite et immédiate, est-ce que ça donne quelque chose? Assimi Goïta, c'est bien vrai que lui et toute son bande sont contre les colons, sont contre la manière dont on nous dirige. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de diplomatie, plus de tact pour dire à la France, pour dire à la CEDEAO, non, regardez nos réalités, même nous proposerons que ça soit comme ça. Vous imaginez que c'est en 1960, dans les années 60, Séval Solifuyo a été tué parce qu'il n'avait pas été diplomate. Vous vous rappelez que les Thomas Sankara ont été tués parce qu'ils n'ont pas été diplomates. Les Lumumba ont été tués parce qu'ils n'ont pas été diplomates. Bien sûr, c'est leur terre, mais nous sommes en train de vivre dans un monde où on a besoin l'un de l'autre. C'est comme vous louez dans une maison où vous êtes tellement nombreux, vous avez... il y a tellement de chambres dans cette maison où vous avez besoin. Moi, j'ai pas de couteau, mais j'en ai besoin. Mon voisin, non, moi, j'ai pas d'oignon, moi, j'en ai besoin, mais c'est chez mon voisin. C'est comme ça nous vivons dans un monde. Mais je pense que la junte militaire et beaucoup d'autres jeunes activistes ne comprennent pas la réalité du terrain et le monde diplomatique, comment ça fonctionne. Yaounoukoulou, pour vous, hier, le peuple malien a exprimé son soutien à la junte ou bien son mécontentement contre la CEDEAO. Non, c'est Samuel. Vous savez, il s'impose à nous d'aller vers la culture d'une certaine maturité, une certaine prise de hauteur, une certaine sagesse, afin de définir des stratégies appropriées face aux contingences pour ce qui concerne notre évolution, notre construction, etc. Pour vous dire... Monsieur Samuel, je crois que il n'est pas de la responsabilité des dirigeants d'un gouvernement d'appeler des populations à une manifestation. Mais au contraire, c'est soit la société civile ou les courants politiques d'opposition qui se mettent dans la rue pour réclamer auprès du pouvoir en place, ceci, cela. Alors, donc, est-ce que la junte au pouvoir au Mali voudrait nous faire comprendre que la CEDEAO, en réalité, constitue les dirigeants auprès de qui ils réclament ceci ou cela? Je m'interroge. Mais au même moment, je me demande, toutes ces personnes, tous ces Maliens qui sont dans la rue, combien maîtrisent les enjeux, c'est-à-dire les enjeux qui constituent les soubassements des rapports entre les États, etc. Et les enjeux également de cette situation-là, depuis qu'il y a eu le putsch, ne perdons pas de vue qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, etc. Ouais. Alors, donc, je crois, ma foi, que la junte au pouvoir fait diversion. Au lieu d'aller dans des manipulations, dans des manipulations de la masse, il faut plutôt se concentrer sur ce qui est utile au profit du pays et des populations que d'aller dans des émotions, etc. Bon, maintenant, je veux un peu rebondir sur certaines positions de mon frère, ami Firmin. Et oui, certes, nous sommes dans un monde où la mondialisation nous impose une certaine collaboration, une cohabitation, etc. Mais ces sentiments anti-français dont a fait mention M. Firmin, et également dans ce contexte particulier du Mali, je crois, ma foi, que la France, et encore de façon générale, ces sentiments anti-français en Afrique, la France elle-même est l'instigateur de tout cela. Oui, parce que, surtout dans ce contexte malien, je vais oser dire que le président Macron, il a trop bavardé. Oui, il a trop bavardé. Oui, il a trop bavardé. Et, il s'est trop précipité. Et maintenant, finalement, on se voit que finalement, il se cache derrière les actions de la CEDEAO, c'est-à-dire les sanctions en question. Et maintenant, il veut se fonder là-dessus. Mais c'est trop tard. Bon, si vous avez quelque chose à faire, parfois aussi, dans une certaine discrétion, on peut faire les choses. Mais quand vous illustrez, et au vu aussi des populations, des citoyens lambda qui voient que voilà, et la France qui prend position et qui, voilà, cette déclaration. Mais au même moment, les gens voient comment, au Tchad, le président Idriss Déby est décédé,
La France s'est précipitée à aller là-bas pour installer le fils d'Idriss Déby pour dire, bon, oui, le pays, il faut qu'il y ait eu cette stabilité, sécurité, etc., pour cautionner, etc. Et quand on voit comment la France cautionne des États, il y a les, comment dirais-je, les Sassou Nguesso par là. On a vu, la France était là quand M. Alassane Ouattara tuait des pauvres gens pour un 3e mandat. C'est pareil pour M. Alpha Condé qui est opposant longtemps. Et une fois au pouvoir, au lieu de donner... Donc, ce ne sont pas tous les opposants qui sont des démocrates. Hein. Et pour un 3e mandat, lui aussi va tirer, ordonner de tuer des gens pour s'offrir un 3e mandat. Et tout cela au vu aussi de la France qui est... Donc, la France elle-même, elle pose les gènes de ces sentiments anti-français là, des peuples africains contre elle. Ibrahim Acha, de toute façon... c'est vrai que je pense que Yaounoukou nous le demandait. Est-ce que tous ceux qui sont sortis manifester hier comprennent les enjeux? Ça, c'est une chose. Mais tous ceux-là comprennent quand même que la CEDEAO veut les asphyxier. Non, mais c'est le langage tenu par les dirigeants maliens. Et M. Yao le disait tout de suite. C'est comme une sorte de manipulation qui se joue au niveau de Bamako. Les autorités appellent à une marche pour soutenir la junte parce qu'elles estiment que des sanctions sévères ont été prises à l'encontre du peuple malien. Est-ce que ces sanctions-là, à proprement parler, c'est parce que les Maliens ont agi d'une manière ou d'une autre? Non, c'est plutôt la junte qui ne veut pas respecter la promesse faite, puisque la junte, dès la prise du pouvoir, avait clairement signifié que les élections allaient se tenir en février. Oui. Bon, maintenant que ce n'est plus tenable, mais à mon avis, il fallait quand même discuter, continuer toujours à discuter avec les instances sous-régionales et proposer un calendrier ou bien un agenda électoral beaucoup plus responsable. Aujourd'hui, les autorités de la junte, elles appellent toujours au dialogue. On a l'impression que la proposition des 5 ans qui a été faite, c'est une rampe de discussion. Non, il faut dire que c'est parce que les autorités maliennes sentent aujourd'hui qu'avec ces sanctions-là, elles ne pourront pas s'en sortir. C'est ça le problème. Donc il faut chercher des échappatoires et c'est ce qui est en train d'être constaté. Au même moment qu'on met les foules dans la rue, au même moment on appelle à des discussions. Or, entre-temps, le langage, ou bien le maître mot qui circulait à Bamako, c'était la contre-attaque. Ça voudrait dire que la junte s'estimait beaucoup capable et beaucoup, disons, aguerrie pour pouvoir faire face aux sanctions prises par la CEDEAO. Mais quand vous allez dans la réalité, vous comprenez et vous analysez avec un regard beaucoup plus élevé les enjeux qui se jouent au niveau de Bamako. Vous devez savoir que l'État malien ne peut pas tenir devant la CEDEAO. L'État malien a toujours besoin de ses partenaires parce que jusqu'alors, quand vous voyez un peu dans la sous-région ouest africaine, à part le Nigeria qui arrive à s'en sortir par rapport aux installations, par rapport au travail qui a été fait par les Nigériens pour pouvoir amener leur pays vers une certaine hauteur en matière de puissance et en matière d'autosuffisance alimentaire. Du côté du Mali, ce n'est pas encore ça. Il y a un travail à faire et les Maliens doivent travailler. Moi, je pense qu'ils doivent travailler beaucoup et miser sur les ressources, disons, endogènes, travailler sur le plan de l'intelligence pour pouvoir positionner le pays. Mais quand on se met dans une posture de fierté, on bombe le torse, on dit que non, notre souveraineté, et au même moment, on tend la main vers d'autres puissances. Moi, je me dis que jusque-là, c'est pas sérieux. Il faut plutôt compter sur ses propres forces avant de pouvoir établir un rapport de force avec les partenaires ou bien les pays avec qui nous partageons l'espace communautaire. Moi, c'est mon avis sur le sujet. L'impression, Firmin Tekouabou, qu'on a également à Bamako des sanctions prises par la CEDEAO, c'est que ces sanctions sont un peu la volonté de Paris qui a été exécutée. Oui, c'est ça, parce que derrière tout, on voit la France. Oui, Yaounoukou l'a dit. Est-ce que c'est à tort? Non, ce n'est pas à tort. Bon, tout le monde sait comment ça se passe dans le monde diplomatique. Entre-temps, Macron avait proprement, avait proprement insulté le gouvernement malien en disant cet enfant, Choguel Manga, est l'enfant de 2 coups d'État. Est-ce qu'on peut appeler ça gouvernement? Tout ça, c'est Macron qui avait dit ça. Et après,
frère, il devrait venir à Bamako, il ne s'y est pas rendu, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on sait qu'il s'est vraiment opposé à la junte militaire. Et aussi, la démarche russe, ces derniers temps vis-à-vis de Bamako, est en train de l'énerver. Alors, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Donc, on voit derrière la décision de la CEDEAO, la France et aujourd'hui l'Union européenne qui soutient ces sanctions et les États-Unis qui soutiennent ces sanctions. Donc, c'est normal que les Africains ou les Maliens voient derrière ces sanctions de la CEDEAO la puissance occidentale. C'est normal, mais sauf que ce qu'on peut reprocher à la jeune, c'est cette manipulation. Ce populisme qui n'a toujours rien donné. C'est-à-dire, la plupart de ceux-là qui ont manifesté hier, si vous leur demandez exactement ce pourquoi ils marchent, ils ne vous le diront pas clairement. Alors que nous devons savoir que ce ne sont pas eux qui frappent les billets de banque, ce ne sont pas eux, la plupart, ce ne sont pas ceux-là qui apportent des milliards dans le pays, parce qu'en une semaine, on peut dire que le Mali a déjà perdu en termes de milliards de francs CFA, parce qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui n'ont pas été à la hauteur par rapport au passé. Donc, la junte surfe sur l'ignorance et la manipulation. Et Nkouno a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est la première fois qu'on voit que à l'issue d'un conseil de ministres, on appelle à un meeting politique. Ça, moi, je n'ai pas encore vu ça, c'est-à-dire un gouvernement qui décide demain, nous allons à un meeting politique pour dire non aux puissances occidentales. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ça. Ça se passe comme ça. On va toujours se moquer de nous, on va toujours nous qualifier d'enfants de deux coups d'État, des gens qui ne comprennent pas les réalités politiques. La chose est simple aujourd'hui. Assimi Goïta doit savoir que la démarche qu'il est en train de mener, il est hors loi. Ça ne peut pas marcher, il ne peut pas continuer comme ça. La meilleure des choses, c'est qu'il appelle la CEDEAO et puis qu'il dise à la CEDEAO, ok, nous avions proposé 5 ans, nous proposons maintenant 1 an ou 2 ans, veuillez nous aider et puis on continue la marche. C'est tout, la démarche est simple. Mais s'il veut compter sur sa population pour dire non, il n'ira nulle part. On lui donne juste 2 mois, comment il va payer les fonctionnaires? C'est ça qui est avec. Oui, parce que les réserves du Mali sont également bloquées et on s'imagine que les prochaines semaines risquent d'être encore très difficiles pour Bamako. Mais ce qui pose problème aujourd'hui à la communauté internationale Yahweh Klonukunu, c'est cette durée de transition. 5 années pour un pouvoir issu d'un coup d'État. J'ai envie de demander, mais qu'est-ce qui leur est tombé sur la tête pour proposer ça? Non, mais écoutez, monsieur Samuel, d'abord, moi, je voudrais m'interroger. La junte au pouvoir a appelé les Maliens à sortir. Les Maliens sont sortis massivement dans les rues. Hier, aujourd'hui, et puis après, qu'est-ce qu'il en est d'autre? Rien. Il y a quoi? Rien. Et je crois, ma foi, que le sens de responsabilité doit prévaloir. Le sens de responsabilité doit prévaloir. Et lorsqu'on est dirigeant, je crois, ma foi, que c'est ce qui doit être notre priorité, c'est-à-dire assumer ses responsabilités vis-à-vis du pays, vis-à-vis du peuple, et non pas se verser dans des manipulations et qui n'ont pas d'impact réel. Parce que, pour dire, est-ce que ces sanctions de la CEDEAO étonnent? Ça fait combien de temps que cette jointe occulte la tête de ce pays? Et ma foi, il y a eu des discussions. Bon, donc, ces sanctions, je crois, ma foi, que la junte elle-même, elle les voulait parce que elle ne peut pas dire qu'elle ignorait que ça serait la réponse, même quoi qu'on dise, que c'est la France qui est derrière la CEDEAO, etc. Mais ça n'échappe pas à cette junte-là que c'est la réponse que la CEDEAO donnerait à cette démarche-là, cette démarche d'engager un bras de fer, d'aller sur un terrain de force, un terrain de force qui, ma foi, ne favoriserait pas du tout, qui n'irait pas en faveur de la junte, mais au contraire, la junte fait le choix d'aller sur un terrain de bras de fer et qui est ainsi tombe dans le piège de la France, parce que là, la junte est en train d'ouvrir toute possibilité à la France de pouvoir à l'aise jouer, si exactement leur principal adversaire c'est la France, de pouvoir jouer, parce que vous avez vu l'enthousiasme de Emmanuel Macron quand la CEDEAO a pris cette action, quand l'Union africaine également, et quand l'Union européenne et les États-Unis, même à l'ONU, bon, il a fallu que la Chine et la Russie, mais ma foi, je
je crois que nous, les Africains, nous devons arrêter de demeurer naïfs. Parce que moi, j'ai toujours le souvenir de la Côte d'Ivoire. Gbagbo comptait sur la Russie. Une première fois, quand il fallait intervenir en Côte d'Ivoire, la Russie a posé son veto. Mais après, il y a eu des négociations. Les Blancs négocient toujours entre eux. Et la Russie a levé son veto. Et puis, il y a eu l'intervention en Côte d'Ivoire. Pareil pour la Libye. Et la Libye, la Chine et la Russie avaient posé leur veto. Mais après, quand les Occidentaux, ils ont négocié entre eux, mais ils ont levé leur veto. De toute façon, le monde, c'est une question d'intérêt. Et le monde est conquête. Alors, maintenant, qui conquiert? Pour conquérir, il faut avoir la capacité de conquérir et de pouvoir contrôler. Alors donc, les gens sont dans cette logique-là, mais moi, je crois que nous, les Africains, nous restons toujours dans comment dirais-je, dans de la fiction, nous sommes toujours dans de l'imaginaire, nous sommes toujours dans des rêveries, etc., où on ne veut pas se responsabiliser, on ne veut pas prendre conscience des enjeux, et quand on crée des situations, on veut toujours, comment dirais-je, se rabattre sur quelqu'un qui s'est construit, qui a une certaine capacité, comme pour dire, ah oui, c'est l'autre qui me viendra au secours, et il viendra nous aider pour nos beaux yeux. Non, arrêtons d'être naïfs et d'être rêveurs. Quand il parlait de l'imaginaire, quelqu'un qui a dit dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. C'est-à-dire, on recommence tout toujours. C'est comme nous ne vivons pas dans un monde réel, quoi. Est-ce que vous êtes en train de dire que les Maliens ne savent pas ce qu'ils font? Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'on ne peut pas évoluer comme ça. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est comme Jésus a dit, pardonne quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne maîtrisent rien de la situation. C'est comme en 1960, quoi. Des gens croyaient que, c'est-à-dire, quand les Blancs nous quittent et puis c'est fini, nous-mêmes, on peut diriger nos États. C'est faux. Lui, c'est-à-dire, lui ne peut rien faire sans les autres. C'est ce qu'il n'arrive toujours pas à comprendre. Moi, je voudrais soulever deux petites choses. Oui. La première chose, c'est comme, je ne veux pas parler de sa naïveté. C'est comme il veut voir qu'il y a une différence, il met une différence entre les Russes et les Français. Il n'y a pas de différence entre, excusez-moi, ce n'est pas raciste, mais il n'y a pas de différence entre les Blancs. Ça n'existe pas. Et quoi qu'il prend les Russes pour le bon Dieu ou les anges, et les Français constituent le diable. C'est faux. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, on a vu les Russes en action. On les a vus, grâce à eux. La Syrie s'est un peu stabilisée. Ils sont venus en Centrafrique. On a vu le résultat. Le problème peut-être aujourd'hui de Bamako avec la France, c'est que vous êtes venus nous aider il y a 8 ans, d'accord, mais vous n'avez pas bien fait le job. Laissez-nous diversifier le partenariat sécuritaire. Oui, on peut, mais c'est le langage qui peut-être embête Paris. C'est le langage, la manière de le dire, et puis la manière d'afficher aux yeux du monde qu'on veut maintenant les Russes, on ne veut plus de la France. C'est le discours qui embête. Le discours aurait pu être diplomatique, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. L'autre chose, si vous le permettez, moi je dis, mais qu'est-ce qu'on reprochait à Ibeka? Je savais plus d'un an que Ibeka a quitté le pouvoir. Mais depuis que la jeune est arrivée à la tête de ce pouvoir, qu'est-ce qu'elle a pu faire de concret? En ce qui concerne la lutte contre la corruption, en ce qui concerne la lutte contre les terroristes, en ce qui concerne la gouvernance économique, qu'est-ce qu'elle a pu engranger en termes de résultats? Sinon, il faut dire qu'au Mali, il y a un problème sécuritaire qui se pose. Et les Maliens veulent mettre fin au terrorisme sur leur territoire, parce que ce que cela crée comme désagrément, ce que cela crée comme conséquence au peuple malien, parfois il faut être vraiment sur le territoire malien pour bien comprendre les enjeux. Et donc, pour mettre fin au terrorisme, les Maliens voudraient avoir des partenaires sûrs, parce qu'on estime que la France a catégorisé les terroristes. Il y a les bons et il y a les mauvais. Ah oui. Et c'est le combat qui se mène au niveau du Mali. Quand vous allez, la force Barkhane a des terroristes qu'il faut abattre et des terroristes qu'il faut protéger. Et tout ceci par rapport peut-être au droit humanitaire international, où on estime que certains terroristes ne font que des revendications qui n'ont rien à voir avec des projets funestes par rapport à l'État malien, mais plutôt pour peut-être un certain, comment l'appelle-t-on là, en tout cas, revendiquer une certaine identité par rapport au nord du Mali, où certains estiment qu'il faudrait qu'ils aient leur indépendance ou bien avoir leur territoire propre. Ah oui, je veux parler de l'Azawad, de tous ceux qui défendent l'idée de l'Azawad. Donc, ces gens-là aussi ont pris des armes contre l'autorité centrale de Bamako. Oui. Et donc, là-bas, la France estime que ce n'est pas du terrorisme à proprement parler, mais c'est des gens qui revendiquent une certaine indépendance. Et donc, ces terroristes-là, ces gens qui ont pris des armes, ne sont pas, aux yeux de Paris, des terroristes.
Mais au même moment, les islamistes qui ont quitté la Libye et tout ça, là, qui viennent avec un projet d'installer leur katiba, leur État islamique où on doit appliquer la charia et autres, eux, ils sont des terroristes. Mais le Malien trouve que tous ceux qui ont pris des armes contre le Mali sont des terroristes. Et donc, il n'y a pas à catégoriser les terroristes. Il faut les enrayer. Mais par rapport à la Russie, quand eux ils viennent, c'est tous ceux qui ont pris les armes contre l'État malien, c'est à enrayer. Donc, les Maliens ont le sentiment que les Russes sont plus... Voilà, ils sont mieux protégés avec la Russie. Et si la Russie arrivait, le job sera bien fait. C'est ce qu'ils estiment. Et du moment où la junte se tourne aussi vers la Russie, donc ça crée une certaine sympathie de la population à l'endroit de cette junte. C'est pourquoi quand les gens sont sortis, et M. Yao le disait, bon, est-ce que les gens comprenaient les enjeux? Les gens sont sortis parce que, bon, la Russie est venue pour nous protéger. Point, ça s'arrête là. C'est pas parce que, bon, Assimi Gota a fait ci ou bien a fait ça, ou bien la CEDEAO a pris des sanctions telles. Mais la Russie est venue pour nous sauver, pour nous débarrasser des terroristes. Et c'est ce qui se joue actuellement au niveau de Bamako. Au propos de Jean-Yves Le Drian, après la gigantesque manifestation, le ministre des Affaires étrangères français écrit si on a pu organiser des manifestations sur toute l'étendue du territoire, c'est qu'on peut organiser des élections. Oui. Et ceci m'amène, par exemple, à répondre, à dire un mot sur la conclusion de M. Firmin qui disait, mais oui, la junte est là depuis... qu'est-ce qu'elle a pu faire pour la lutte contre la corruption, etc. Non. Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait rien faire. En plus, la junte, sa mission, c'est de tenir une transition. Voilà. Sa mission principale, ça fait de route. La corruption aussi, il y a des certains caciques du régime d'Ibeka qui sont en détention aujourd'hui. Bon, pour avoir été insolents avec l'argent de l'État. Oui, la principale mission, la feuille de route de la junte, c'est de tenir une transition. Et je crois, ma foi, que c'est ce qui est dans les normes, que ces jeunes tiennent une transition dans les délais. Tenir une transition, est-ce que l'expression n'est pas, m'excusez du terme, un peu vague? Qu'est-ce qu'on fait? La transition, c'est passer d'un régime normal à un autre régime normal. Non. Et la jeune dit, je vais tenir cette transition en 5 ans. Monsieur Samuel, vous savez, d'abord, nous sommes d'accord que non seulement dans les thèses de la CEDEAO et dans les principes démocratiques qui régissent le monde, le coup d'État n'est plus tolérable. Voilà. Bon, maintenant, si en Afrique encore, il y a encore ce basculement où on assiste à cela, c'est parce que nous sommes dans des perpétuels dysfonctionnements. Et quand on parle de coup d'État, c'est parce que les pouvoirs civils, légitimement entre griffes, parce que la nature des élections, dans la plupart de nos pays, on sait ce que c'est. Donc, ça veut dire que la souveraineté du peuple n'est pas vraiment exprimée autant que ça. Et donc, les militaires, c'est également des citoyens, même si leur mission diffère, où ils sont plus dévolus à être sur le terrain de sécurité, de combat, etc. Et eux aussi, ils sont présents, ils voient. Donc, ça veut dire que les magouilles, les manœuvres qui se font pendant les périodes électorales pour sortir tel, comme quoi c'est lui qui est élu, etc., ils sont conscients, ils voient tout ça. Alors maintenant, si on fait des magouilles, on te fait venir, et que à l'œuvre, on ne sent pas l'expression d'un certain patriotisme, une certaine rigueur pour la bonne gouvernance, etc., mais ça risque de faire réagir les militaires. Ce sont des citoyens également. Alors, c'est en ce sens, je voudrais dire que quoi qu'il en soit, vous savez, la réaction des Maliens, c'est une réaction légitime. Il y a une certaine légitimité dans leur réaction. Parce que leur pays est envahi. Leur pays est envahi. Et donc, oui, la France qui est, pour le Mali, la métropole, y est, mais il n'y a pas que la France. Il y a d'autres pays africains également qui sont au Mali. Et donc, depuis des années maintenant, on dit combattre des gens qui sont venus envahir le Mali, mais toujours, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que à un moment, le Mali devient comme un champ d'intérêt pour la métropole également, parce que aussi longtemps que la situation durerait, ils ont un intérêt qui gagne. Donc, du coup, il faut que le Mali reste en otage. Mais les Maliens, à un moment, c'est tout à fait normal d'abord, c'est tout à fait normal. Ils ne peuvent jamais se sentir à l'aise avec ça. Ça, c'est clair. Et donc, c'est ce temps qui est arrivé. Et ensuite, il faut que la France commence à prendre ses responsabilités pour comprendre qu'elle doit changer de méthode.
elle doit changer d'approche. Parce que ce sentiment anti-français qui naît au niveau de beaucoup de peuples africains, c'est compte tenu des couacs de la France elle-même. Et la situation en Libye qui a conduit à cela, à ce qu'aujourd'hui au Mali, on en arrive là, mais ce sont les grandes puissances qui ont décidé de régler le compte à Kadhafi, et puis on en est arrivé là. Donc, les grandes puissances également doivent prendre leurs responsabilités, parce que à quelque part, ils ont été l'instigateur de cette situation. Oui. Alors maintenant, au lieu d'en faire fi et de seulement regarder, se focaliser rien que sur leurs intérêts, et donc pour garder le Mali dans cette situation mitigée où, on dit, on protège Bamako, le pouvoir, et quoi qu'il en soit, il y a des lignes, les djihadistes ne pourront pas franchir pour arriver là, et bon, mais quand même, les djihadistes resteront toujours sur le territoire, ils auront... Mais autant... Ils ne veulent pas aussi déclarer que au regard des choses, il faut diviser le Mali, il faut laisser... Parce que quelle légitimité dans cela? Alors donc ça fait une certaine situation là qu'ils occultent, qui ne dit pas son nom, etc. Donc d'où cette réaction des Maliens également est légitime. Mais tout n'est pas question que de passion, d'émotion. Mais tout est question également de tourner la tête. Alors donc pour finir, si vous permettez, la junte également parlant de 5 ans, de 4 ans de transition, c'est exagéré parce que cela ne répond aucunement à aucune norme, aucun principe, etc. La CEDEAO ne peut jamais cautionner cela et la jeune, je crois, ma foi, elle-même, elle en est consciente, mais je ne sais sur quoi elle veut se baser pour faire le choix d'aller sur le terrain de rapport de force, etc., qui n'ira pas non plus en sa faveur. Donc, il faut qu'il revoie copie. Oui, on présente l'Algérie, c'est la dernière question sur le sujet, l'Algérie comme un soutien en tout cas, qui a une longue frontière avec le Mali et qui soutiendrait la junte. L'Algérie, elle, autre, a proposé que la transition soit dans une durée raisonnable entre 14 et 18 mois. Oui, voilà, c'est une marque de désolidarisation vis-à-vis de la junte militaire, parce que l'Algérie ne voudrait... Parce que l'Algérie, elle ne fait pas partie de la CEDEAO, mais elle fait partie de l'Union africaine. Oui. Donc, vous imaginez, donc, l'Algérie ne voudrait pas rentrer dans ce bras ou dans cette démarche de rapport de force, parce qu'elle trouve ça inapproprié. Et puis, elle ne voudrait pas aussi avoir une crise à sa frontière. Une crise à sa frontière, parce que n'oubliez pas qu'entre l'Algérie et la France... le torchon brûle. Le torchon brûle. Je ne veux pas tenir un discours non diplomatique à ce niveau. Mais par rapport aux propos de Jean-Yves Le Drian, je pense que vous avez posé une question intéressante. La transition, elle sert à faire quoi? La transition, elle sert juste à diriger le pays à minima et à organiser les élections. Ça s'est passé au Burkina Faso. En un an, on a dirigé le pays à minima et on n'a pas bousculé les institutions de la République. On a organisé les élections et puis Roch-Christian Kaboré est arrivé. Et je pense que Roch-Christian Kaboré disait quelque chose. Il disait, mais par rapport à la refondation de tout le pays, mais ça ne relève pas de la responsabilité de la junte. La junte, elle n'aura qu'à organiser les élections et puis remettre le pouvoir. Moi, j'ai envie de dire, l'argument qui est aujourd'hui brandi comme l'âme fatale de la jeune, c'est que la proposition de 5 ans, ce sont les assises nationales qui l'ont recommandé. Donc, les Maliens, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Non, la jeune veut juste légitimer. Sa position. Elle ne voudrait pas dire que c'est elle-même qui le propose, mais elle voudrait le dire par une autre personne. Donc, ça n'a pas de sens. On leur demande juste d'organiser les élections et puis de remettre le pouvoir aussi. Et puis moi, je dis, si Assimi Goïta veut être chef d'État, mais qu'il se retire, il démissionne, après il se positionne et puis on applaudit. Messieurs, on va aller vers le second sujet, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a entendu, selon les autorités, des bruits de bottes autour du palais. Tentative de coup d'État dans le pays de Thomas Sankara. Le parquet militaire a annoncé le mardi 11 janvier l'arrestation de 8 soldats soupçonnés de déstabilisation des institutions de la République. Dans un communiqué, le procureur militaire explique qu'une enquête a été ouverte par la police judiciaire militaire. Le 8 janvier, les suspects ont d'ores et déjà été interrogés, notamment celui qu'on présente comme le cerveau, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Et je précise que le ministre burkinabé des armées a également annoncé que c'est une quinzaine de personnes qui ont été interpellées, dont au moins 5 civils. Après les premières auditions, 3 ont été remises en liberté et donc 12 continuent d'être dans les mains de la police de l'enquête. Il y a Onokunu, bruit de bottes donc autour du palais présidentiel de palais Kossiam, c'est comme ça on appelle le palais présidentiel burkinabé.
Il fallait un peu s'y attendre avec la détériorisation de la situation sécuritaire là-bas également. Ben, écoutez, oui, d'un côté, oui, mais pas vraiment, parce que, vous savez, M. Samuel, tout ceci révèle que nous, les Africains, excusez-moi de le dire, mais nous naviguons toujours à vue. Nous n'avons aucun idéal. Hein, il n'y a pas de fondamentaux, des principes qui nous guident, etc. Et donc, du coup, aussi, avec cette recrudescence, hein, quand vous voyez un peu le Mali, la Guinée, etc., bon, cette recrudescence-là de coup d'État fait que, ma foi, je veux dire que ça existe des appétits au niveau d'autres États également. Et donc, nous cherchons et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Mais, et moi je dis que c'est une chose que les tests disent que les tests abolissent ou s'érigent contre les coups d'État. Mais en un moment, et quand ces coups d'État sont opérés, mais les militaires restent, on leur demande de faire, c'est rocambolesque parce qu'on dit non, il n'y a pas de coup d'État. Mais quand il y a coup d'État, quand les militaires viennent, bon ok, finalement on dit ok, vous avez fait une transition et puis partir. Bon maintenant, c'est ce que j'avais dit plus tôt, les pouvoirs civils également, ils ont une grande responsabilité à jouer pour ce qui concerne la bonne gouvernance, pour ce qui concerne la reddition des comptes, pour ce qui concerne la justice sociale, l'indépendance des institutions. Et pour finir, je voudrais encore préciser que la France doit revoir copie. Parce qu'au niveau de plusieurs États africains, plusieurs peuples africains sont fatigués de toujours voir les mêmes dirigeants retenus à la tête des pays. Plusieurs peuples africains sont irrités. Parce que quand on prend, par exemple, et vous voyez, les gens beaucoup applaudissent lorsque Alpha Condé, bien qu'ayant été longtemps un opposant, mais parce qu'il veut s'entêter dans un troisième mandat, mais les gens beaucoup applaudissent. Et quand vous prenez le président ivoirien Ouattara aujourd'hui, mais sur toutes les lèvres, c'est que, oui, c'est un pantin de la France. Hein, il n'y a personne qui pense le contraire. Et quand on voit également au Tchad, etc. Bon, donc, il faut sérieusement que la France revoie copie. Au lieu de toujours vouloir maintenir les mêmes personnes longtemps, il faut trouver une stratégie de manière à ce que, tel qu'on le voit par exemple, ce n'est pas parce que le Bénin, et il y a l'alternance, il y a Kérékou qui est venu partir, il y a Iboni qui est Nicéphore Seglo, il est venu partir, il y a Iboni venu partir, M. Talon est venu partir, que les intérêts de la France ne sont pas gardés, ne sont pas toujours d'actualité. Alors donc, il faut que la France, et ça je crois qu'un de ses fils, je crois Bougie, Bougie qui a vraiment interpellé Macron là-dessus. Donc, les peuples africains, disons-nous la vérité, sont fatigués des mêmes têtes à la tête des pays pour de multiples mandats à coup de tuerie des populations, à coup de manipulation, etc. Donc, que d'autres diront tout que ça entretient... les mêmes têtes ne donnent que les mêmes résultats. Oui, tout ça entretient un sentiment type français parce que les gens pensent que c'est la France qui fait, et surtout l'illustration du Tchad aussi vient. Au niveau du Burkina Faso, vous vous rappelez, il y a eu 54 gendarmes qui ont été tués dans le nord du pays. Après tout, il y a encore eu, je pense, une vingtaine d'autres qui ont été tués. Tout le monde savait que la situation sécuritaire était très délétère et on prédisait que ça pouvait donner des idées à quelques militaires. Oui, mais il y a l'effet contagieux aussi. Nous parlons de coups d'État en Guinée, au Mali et autres. Là, les militaires peuvent tenter aussi de prendre le pouvoir et de voir dans quelle mesure ils pourront aussi apporter leur touche à l'évolution normale de leur pays. Parce qu'ils estiment que le régime civil qui est actuellement qui régente le Burkina n'arrive pas à contenir ces incursions djihadistes ou bien terroristes là dans leur pays. Donc les militaires peuvent aussi être tentés. J'ai dit peuvent aussi être tentés parce que jusque-là, ce n'est pas établi qu'il y avait coup d'État. Même si le pouvoir en tout cas de Ouagadougou fait savoir qu'un des membres du commando est passé aux aveux. Et c'est pour cela qu'on a commencé par arrêter ceux qui faisaient partie de ce commando supposé perpétrer un coup de force dans le pays. Au même moment aussi, il faut être prudent parce que entre les militaires aussi, depuis un certain temps, il y a certains qui ont commencé par avoir des attitudes entre griffes républicaines, qui ne veulent plus être des instruments de répression.
des dirigeants et autres. Donc, quand vous voyez des militaires qui commencent déjà par prendre certaines libertés, par tenir un langage aux antipodes du bon vouloir des dirigeants, ces militaires-là sont catégorisés comme si c'était des gens qui seraient peut-être, qui auraient des idées de faire des coups d'État ou bien de faire des choses. Et surtout sous nos tropiques, quand on vous accuse, c'est facile de vous noyer. Hein. Et donc, il y a ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. Surtout que cet officier dont on parle, selon les informations que moi j'ai eues, c'est un très bon élément, formé ici au Togo, après qui a continué au Maroc, la France et qui était même au devant de la riposte de l'armée burkinabé contre les djihadistes ou bien les terroristes. Donc c'est un monsieur qui se plaignait d'abord des conditions de travail. Je veux parler de l'équipement obsolète, de tout ça là, de l'armée burkinabé qui demandait plus d'équipement pour vraiment aller au front et pouvoir attaquer les terroristes et en tout cas les mettre en déroute. Mais depuis là, il n'est pas écouté, la hiérarchie militaire aussi, vous savez, c'est ça aussi qui fait problème en Afrique. Il y a des militaires affairistes maintenant, très affairistes, qui sont impliqués dans des réseaux pas possibles, corrompus. Donc ça fait que tout ceci, il ne manque pas un seul instant d'étiqueter des gens qui ne sont pas dans leur logique, ou comme dans leur réseau et tout ça là. Donc il faut faire attention avec ce coup d'État annoncé à Ouagadougou. Et le temps, je pense que les jours à venir, quand les gens passeront sérieusement aux aveux, nous allons peut-être l'arrestation de ces 8 militaires, c'était suite à une dénonciation. Oui. Donc, on n'a pas eu firmé de militaires qui auraient tenté de passer à l'acte et qui auraient été arrêtés. Donc, jusque-là, de coup d'État, j'ai envie de dire que ce n'est qu'imaginaire. Non, le président Kaboré veut s'attirer une certaine sympathie et popularité, je trouve. Mais ça lui fait une mauvaise pub. Ça lui fait une mauvaise pub. Ça dénote à suffisance qu'il a raté la politique sécuritaire de son pays. C'est-à-dire, si ça va jusqu'à ce point, les gens sont fatigués. On est fatigué d'avoir d'attaques régulières terroristes sans qu'ils ne fassent rien, sans qu'ils ne prennent de mesures suffisantes pour protéger les Burkinabés. Donc, ça témoigne de son incapacité à suffisamment protéger les Burkinabés. C'est-à-dire, les gens parlent, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien qui s'affiche aux yeux du monde en termes de volonté pour pouvoir protéger les Burkinabés. On n'a pas appris qu'il a débloqué peut-être tel milliard pour acheter, pour équiper la sécurité burkinabé, tel milliard pour protéger les Burkinabés, tel milliard pour soutenir le G5 Sahel. Il n'y a rien de tout ça. Et puis, on l'a toujours dit, il a enfermé des gens qui ont assuré la sécurité du Burkina Faso et de la sous-région. C'est pas pour n'avoir rien fait non plus. Ah oui. Il y a aussi, est-ce qu'il aurait peut-être tenté un petit dialogue avec l'ex-président? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on ne voit pratiquement rien en ce qui concerne ce qu'il fait sur le plan sécuritaire. Mais vous savez, tout cela je pense que c'est Nkoulou qui a dit, tout cela est né au lendemain du décès d'Idriss Déby. Hein. Vous imaginez, après, il y a eu un coup d'État au Tchad. Derrière, c'était la France. Après, les Guinéens, non, les Maliens s'en étaient inspirés. On n'a plus rien fait. On a laissé le jeune Tchadien là à sa place. Après, on a laissé Assimi Goïta toujours à sa place. On ne fait rien. Après, les Guinéens s'en ont inspiré. Et puis, Doumbouya, il est là, tranquille, il fait rien. Il apporte son soutien à Assimi Goïta. On ne fait rien. Donc, c'est normal que des gens commencent par avoir l'appétit à faire des coups d'État, quoi. Donc, si on ne bloque pas ça maintenant, je pense que toute l'Afrique de l'Ouest va être prise, va être nommée à des coups d'État. Comme je le dis toujours, on retourne aux années 60. C'est une belle conclusion, j'aime ça, et j'ai envie de vous poser la question avant la pause. Est-ce que la CEDEAO ne recule pas avec la situation qu'on voit, ces coups d'État qui se multiplient, ces velléités de coups d'État, alors que moi j'écoutais encore, je pense il y a 2 ou 3 ans, le général Béhanzin, qui disait que non, mais ça ne sert à rien de faire des coups d'État, vous n'allez pas faire plus de 6 mois. Il a dit, il a affirmé. Est-ce qu'on ne recule pas dans la CEDEAO? Monsieur Samuel, vous savez, tout ceci révèle qu'il y a
il y a des tas, il y a tellement d'insuffisances, il y a tellement de choses dont la responsabilité nous incombe de corriger. Il y a tellement de choses. Et donc, étant dans l'incapacité de corriger cela en amont, c'est pourquoi, obligé, la formule qui soit trouvée pour l'heure, c'est que quand il y a coup d'État, qu'on vous dit de présenter un calendrier pour achever une transition et passer la main. Alors, sans cela, je vais encore me répéter pour dire que la grande responsabilité incombe au pouvoir civil qui monte à la tête des pays. Vous comprenez? Et tant que nous n'aurons pas d'idéal, tant qu'il n'y aura pas des principes qui fondent notre construction, notre marche, que cela ne vous étonne pas qu'on retombe dans ces revers-là, à perpétuité, c'est que cela ne vous étonne pas. Bon, il y a également aussi des présidents qui, ma foi, trouvent pour formule de manipuler des officiers de l'armée, les manipuler, les corrompre, et pour se dire, que tant que j'arrive à contrôler, à manipuler certains officiers, même spirituellement, je vous dis, de l'autre côté, et donc je suis assuré que je peux tout faire, tout ce que je veux. Et cela m'a inspiré parce que vous savez, lorsque M. Alpha Condé a été renversé, il était dans son fauteuil quand on l'a montré à la télé. J'ai vu qu'il regardait les officiers avec un air là, genre, comme s'il les voyait comme des traîtres. C'est-à-dire que je vous ai mis à l'aise, je vous ai tout donné, mais malgré ça, non. Et ce qui nous manque beaucoup en Afrique, c'est le patriotisme. Jusqu'alors, nous ne cernons pas, nous prononçons des mots, la souveraineté et patriote, mais l'esprit même de tout cela, nous ne les incarnons pas, nous ne les cernons pas pour aller vraiment vers la culture de cela. Le temps est contre nous, débat passionnant. On va aller à la pause, poursuivre le journal 10 minutes et on sera de retour pour la seconde partie.